Selon une enquête menée en 2016 par l'Association nationale des docteurs, près de 90% des doctorants et doctorantes interrogés ont déclaré rencontrer des difficultés dans leur parcours doctoral, notamment en termes de financement, d'encadrement et de délai pour la soutenance de leur thèse. Toujours selon cette enquête, plus de la moitié des doctorants déclarent avoir des difficultés à concilier leur travail de recherche avec leur vie personnelle et professionnelle. Ces chiffres, nous les connaissons. Ils traduisent l'exigence du parcours doctoral que des milliers de jeunes chercheurs et chercheuses empruntent annuellement. Ces milliers de parcours, de chemins uniques, parfois pudiques, dont nous découvrons le récit aujourd'hui. Mariama est une jeune femme en seconde année de doctorat en sciences du langage. Elle est doctorante à temps partiel et chef de famille nombreuse à temps plein. Je l'ai rencontrée lors d'une réunion au laboratoire L'Humain à l'automne 2022 et j'ai tout de suite eu envie de la rencontrer. Mariama travaille sur l'inclusion des parents d'élèves migrants et immigrés dans la culture scolaire française. Pour moi, l'inclusion, c'est mettre à l'intérieur d'un autre élément, l'incorporer à l'intérieur sans forcément changer son identité. Voilà, c'est par exemple incorporer du sucre dans un gâteau. Le sucre va garder son goût, peut-être pas sa texture, mais certainement son goût, et on pourra toujours le distinguer à la fin. Donc pour moi, c'est ça. Voilà, inclure, c'est ça. C'est à distinguer d'autres termes qui sont très, très similaires, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai qu'il y a un amalgame qui se fait très, très souvent par rapport à ces termes, notamment intégration. Donc, l'intégration, encore, c'est autre chose. Parce que souvent, quand on intègre, on demande à ce que les propriétés initiales soient modifiées, adaptées. Donc là, on parle d'individus, donc on parle de leur identité, de leur langue, de les accueillir tels qu'ils sont, avec leur capital original, donc langue, culture, sans vouloir les modifier, et valoriser ces identités. Voilà, c'est ça surtout. C'est en parallèle à tout ce qui est valorisation du plurilinguisme, et c'est à l'opposé de l'assimilation. Voilà, donc l'assimilation, c'était c'est plutôt un discours politique qui avait lieu dans les premières migrations et qui demandait aux individus de ressembler à l'identité générale et l'identité de masse, entre guillemets, de la France, et de changer de nom, de devenir français, mais avec des caractéristiques qui sont, on va dire, des caractéristiques qui peuvent être très, très différentes de la caractéristique identitaire originale de l'individu. Donc, là, maintenant, on est dans une phase changeante. Et donc, moi, j'aimerais bien justement apprécier comment est-ce que ces changements ont lieu en contexte scolaire. Est-ce que je m'identifie ? Oui. Oui, tout à fait. En tant que parent d'élève, on a un terrain commun, quelle que soit son origine, quel que soit le fait qu'on soit migrant, immigré, même francophone, français, peu importe en fait, on a des mêmes questionnements. On a les mêmes injonctions de la part de l'école, on a les mêmes besoins. Donc là, de ce côté-là, on va dire qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. Et de l'autre, c'est intéressant ce que tu viens de me poser comme question, parce que en tant que chercheur terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait, on va dire, des points de convergence très, très proches, puisque la première fois que je suis rentrée dans la salle de classe, pour faire une observation. Donc, la formatrice que je connais savait que je venais, mais elle n'en avait pas parlé Donc, il pensait que j'étais une nouvelle apprenante.
Voilà, jusqu'à ce que je commence à parler. Et là, j'ai une maman qui a regardé et elle m'a dit mais tu parles français, toi? Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important parce que ça m'a mené à changer ma posture de recherche. Parce qu'au départ, je pensais me mettre au fond de la classe et juste observer. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que les parents m'assimilaient, entre guillemets, à leur groupe et ils me demandaient de venir et ils trouvaient que c'était pas vraiment normal que je sois au fond de la classe. Je pense qu'ils n'avaient pas tous compris ce que j'y faisais et je trouvais que c'était un petit peu, j'avais l'impression d'être intrus et d'être un peu à l'écart, comme si je faisais quelque chose qui n'était pas normal. Et pour elles, même si elles avaient bien compris, en fait, c'est maman que je parlais français, et pour elles, c'était plus naturel que je m'assieds à côté d'elles et que je me mette à papoter avec la formatrice, à regarder ce qu'elles font. Et puis, elles me posaient des questions sur le travail, elles me demandaient de les aider dans leurs exercices à faire. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai changé de posture. Donc, d'observatrice en fait externe, je suis devenue participante. Et bon, ça s'est fait naturellement. Mais comme je t'ai dit, le déclic, c'était ça. C'était justement la façon dont on m'avait accueilli ce jour-là. Non, tout à fait. J'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais faire de l'observation non participante. Ça, c'était parce que je voulais pas. Voilà, je voulais que ça soit bien représentatif et je voulais juste regarder comme une mouche sur un mur, comme si j'étais pas là en fait. Mais non, ça a changé les choses parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de conversations informelles qui se passent entre moi et ces apprenantes. Voilà. Donc, c'est au cours de ces conversations informelles qu'elles se dévoilent, en fait. Elles me font part de certaines craintes et puis elles parlent un peu plus de leur vie privée. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas. Non, moi, je pensais faire de l'observation en sciences du langage, donc tout ce qui est pédagogie, didactique, et observer vraiment des rapports entre la formatrice et des élèves hein, dans une classe. C'est ce que je pensais faire. Et finalement, je me retrouve à avoir des éléments de réponse à mes questions qui sont un peu plus intimes que ce que j'avais l'intention, enfin, ce que je pensais obtenir au départ. Donc voilà, le changement majeur, c'est ça. C'est que j'obtiens un petit peu plus. Et les questionnaires, parce que mes questionnaires sont assez formels et ils ne permettent pas d'arriver à ce niveau non plus. Oui, 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 le terrain, ben, je m'y suis rendue dès le départ, hein, parce que c'était important pour moi de savoir où j'allais partir. Hein, c'était important de définir plus auprès ma question. Mais oui, là, je suis en récolte de corpus. Donc, c'est des enregistrements, c'est des entretiens, c'est des questionnaires. Et c'est long parce qu'on a affaire à déjà un public que je ne peux pas voir tous les jours parce que les ateliers n'ont pas lieu tous les jours justement. D'autre part, par rapport à l'éloignement géographique et par rapport aux lenteurs administratives en général. Après, comment je trouve le temps en général? Les week-ends, très tôt le matin, surtout, oui, parce qu'en semaine, c'est un peu plus difficile. Mais comme je suis à temps partiel, je trouve un peu de temps par-ci, par-là. Mais sinon, le week-end. Alors, il se passe pas mal de choses. Donc, d'une part, déjà le travail. Hein, donc, je suis formatrice de français langue étrangère auprès d'un public migrant. Donc, j'ai quelques heures de cours et puis en arrivant, il faut quand même faire une préparation. Donc, préparation des fiches pédagogiques, un petit peu de correction. Donc, c'est surtout ça. Enfin, je dis surtout ça. Non, ça, c'est une partie, on va dire, encore petite par rapport au reste, puisque tu l'avais dit dans l'introduction, je suis maman de grande famille. Donc, il y a des choses à faire à côté.
Les liens se font dès que possible et dès qu'il y a une opportunité pour ma directrice de thèse déjà de mettre tout le monde en relation pour discuter un petit peu de nos avancements. Donc c'est en ligne, voilà. Et puis avec le laboratoire L'Humain en général, quand il y a des séminaires, j'essaie d'y participer dès que possible. Voilà, donc c'est vraiment à distance. Alors, l'étape, je ne sais pas, je vais encore utiliser le gâteau, je ne sais pas pourquoi, mais je dirais au 3/8e, si on avait un gâteau, voilà, j'en suis pas à la moitié, mais quelque part juste en dessous. La motivation principale, c'est de vouloir boucler tout en 3 ans. Voilà, donc ça c'est, je me suis fixée, dans ma tête, je me suis dit 3 ans, c'est déjà pas mal à mon âge, de passer du temps comme ça sur un sujet, c'est conséquent. Et puis je me suis dit, si j'y arrive en tenant mon calendrier, c'est que j'ai un calendrier et je veux coûte que coûte m'y tenir. Voilà, mais je viens directement de sortir du master. Donc, suite au master, ça m'a pas j'ai eu très très peu de temps pour réfléchir par rapport à ça. J'avais pas pensé faire un doctorat en première année de master. C'est seulement en deuxième année que j'ai maturé. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je vais me mettre déjà à faire un mémoire recherche. Et c'est à ce moment-là où ça s'est formé. Je sais pas si je ressens une fierté comme ça au quotidien ou même en y pensant. Par contre, il y a un élément et je pense que c'est de voir que ma maman est fière de moi, en fait. C'est par ricochet. Oui, de voir que ma maman soit fière de moi me rend fière. Alors, c'est un cahier pour moi. C'est un cahier parce qu'il me permet, quand je ne suis pas sur l'ordinateur, d'inscrire très, très rapidement une idée, une question. Ouais, c'est un cahier dans lequel je note un petit peu tout et je le mets dans mon sac. Je le prends avec moi partout où je vais parce que c'est vrai que les idées peuvent me venir comme ça tout de suite et ouais, je peux même être en train de faire la queue dans une salle d'attente et ça m'est arrivé de le sortir directement et d'écrire. Moi, je suis pas portable. Je sais que voilà, tout de suite, il y a peut-être, je sais pas, les personnes qui peuvent penser, le portable, on peut prendre des notes sur le portable. Mais moi, mon portable, j'ai pas de smartphone. J'ai envoyé mon projet à un colloque qui est en ligne au mois de mai et j'attends une réponse. On m'a mise sur liste d'attente. Bon, voilà, je ne sais pas. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. C'est un séminaire, colloque. C'est sur plusieurs jours. C'est l'Université d'Ottawa qui organise ça. Et donc, ça s'appelle CERBAL. Donc, CERBAL, 2CERBAL. Et donc, c'est le colloque canadien pour les études de linguistique. Donc, c'est un colloque qui aura pour thème cette année le plurilinguisme, l'inclusion. Ça porte vraiment sur les thèmes qui sont très, très proches de ma recherche. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitent y participer et présenter leurs projets. Donc, voilà, j'espère en tout cas être recontactée très bientôt. Voilà. Freddy est doctorant en seconde année en sciences du langage et réside à plus de 9000 km de son laboratoire montpelliérain.
Expatrié en Chine depuis plusieurs années avec sa petite famille, il mène ses travaux de recherche en parallèle de ses activités d'enseignement. Freddy travaille sur la mutation et les défis de l'enseignement-apprentissage au lendemain de la pandémie qui a durement touché celle que l'on surnomme le géant qui sommeille. Alors, comment je définis dans mes recherches? Est-ce que j'ai bien défini ça? Ça, c'est une autre question. Mais comment je définirais, en tout cas, hybridation? Ouais, il y a ce principe d'expérimentation et de mixité, dans le sens où c'est comment adapter les outils, adapter le dispositif en fonction des besoins et des ressources sur le terrain, d'où ce besoin d'hybrider, qui est en fait un terme qui permet de combiner. Hein. Moi, j'aime bien parler aussi de la complémentarité, de la combinaison de différents éléments, et ce qui permet de s'adapter notamment avec les défis que l'on a rencontrés, et que l'on continue encore un petit peu, même si maintenant, j'espère, ça va se calmer un peu. On rencontre encore avec le Covid. Donc oui, pour moi, c'est ça, l'hybridation, c'est aussi le métissage, d'une certaine manière. C'est-à-dire prendre des éléments de différents, qui viennent de différents environnements et les combiner pour essayer de faire quelque chose qui soit non pas une addition, mais quelque chose qui soit plus adapté donc à la situation du terrain. D'où ce côté aussi expérimental, puisque c'est moins le cadre est moins rodé et moins figé aussi que un dispositif qui serait seulement une seule modalité. J'ai plusieurs étapes qui se chevauchent. Donc là, la revue de littérature, donc au niveau de la lecture en elle-même, j'ai bien avancé. Donc je dirais peut-être que sur la lecture, je dois avoir peut-être les 2 tiers. Mais après, il va falloir rédiger. Et ça, c'est mon gros problème, la rédaction. Pas mal de difficultés à rédiger. Parce que autant mettre en les idées, les classer, tout ça, bon, j'arrive à peu près à me débrouiller pas trop mal, mais après à rédiger, à mon avis, une des parties en tout cas qui sera le plus difficile pour moi là-dedans. En parallèle de ça, donc j'ai déjà recueilli des données, puisque moi j'ai travaillé en particulier. Donc sur ma recherche, il y a trois parties donc sur l'impact sur le dispositif. Donc là, j'ai déjà des données qui sont liées à mes fonctions de coordinateur, vu que j'ai les informations sur les dispositifs qu'on utilise ici. J'ai la partie impact sur l'enseignement, enfin sur les pratiques d'enseignement-apprentissage. Donc là, j'ai un corpus volumineux de vidéos de cours. Donc, vu qu'on a passé une bonne partie de l'année dernière en ligne, et donc après, il faudra ensuite, si j'ai le temps, si c'est pertinent, si ça peut être pris en compte dans la thèse, faire passer des entretiens. J'avais déjà fait passer des entretiens avant à 2 personnes, mais pour tester un peu, c'était des entretiens exploratoires. Mais après, l'idée, ce serait, à partir des informations que j'aurais recueillies des vidéos, de pouvoir confronter ces informations avec les avis d'autres personnes. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un élément qui est assez pragmatique, c'est-à-dire que pour moi, une fois que j'ai les idées en tête, une fois que j'ai mon plan, l'exécution du plan, juste à rédiger, c'est pas quelque chose qui m'emballe beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, et quand j'écris, j'ai plutôt tendance à écrire de manière très succincte. Donc, quand il faut développer, j'aurai plus de facilité à l'oral que à l'écrit. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi un autre problème, mais ça qui est pas seulement sur la rédaction. Toujours la question que je me pose, c'est ce que j'écris, est-ce que c'est pertinent ou pas? Quelle valeur ça a?
Et puis après aussi, je me pose, si après, je sais pas si c'est du perfectionnisme, mais j'aime bien que ce soit, même si je suis pas un très fan d'écriture, j'aime bien que ce soit bien écrit. J'ai envie de relire et après que ce soit agréable à lire, à la fois facile à lire, mais aussi agréable au niveau du style, quoi. Social es un barrio muy pobre aquí en Maracaibo y llega a un ranchito. Buenas tardes, señora. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas, señora. Bien. Alors, extérieur doctorat, c'est extérieur, oui et non, puisque c'est aussi mon objet de recherche. C'est l'impact du Covid. Bon, là, maintenant, ça devrait se calmer un peu, mais disons que c'était un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois, ça a permis d'avoir plus d'expérience, avoir un peu plus de matériel pour le corpus, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup plus de travail. Et donc, oui, mes contraintes externes, c'est principalement lié au travail parce que voilà, j'ai un travail à temps plein. Et dans ces conditions-là, il est encore plus prenant. Donc, c'est pas facile de jongler avec la thèse, surtout qu'une fois après avoir fini une journée de travail bien remplie, c'est pas toujours facile de se remotiver et de dire, allez, hop, je vais lire un article en plus ou hop, je vais aller transcrire ou écrire quelque chose. Après, bon, comme tu le dis dans l'introduction, j'ai aussi une famille, donc je dois aussi passer un peu de temps avec eux, mais je prends pas ça comme une contrainte, hein, parce que voilà, la famille, c'est différent. Mais oui, les contraintes principales, voilà, c'est lié au travail et à l'impact du Covid. Mon statut, en quelque sorte, par rapport au laboratoire est assez particulier parce que je n'ai jamais mis les pieds à Montpellier et jamais mis les pieds dans le laboratoire et je ne connais personne en face à face. J'ai rencontré personne en face à face depuis le début. Donc, c'est assez particulier. Donc, comment je fais? Ben, j'essaie de participer aux différents séminaires et aux différentes réunions entre doctorants ou avec les différents chercheurs. Donc, pour pouvoir maintenir un certain lien, parce que sinon, c'est déjà pas facile, c'est déjà pas évident de faire une thèse. Donc, en plus, une thèse éloignée, en voyant jamais les personnes, c'est encore plus compliqué. Publier, ben là, je suis en train d'essayer de pouvoir publier. Donc, j'ai commencé à rédiger un article, donc avec mon directeur de thèse, enfin, en tout cas, qui est soutenu et accompagné par mon directeur de thèse, donc le docteur Sauvage. Donc, je suis dedans. Et le fait d'écrire cet article, ça m'aide aussi justement par rapport à cette question du blocage par rapport à l'écrit. Parce que en écrivant pour un article, c'est écrire sur un format plus petit qui peut me débloquer un peu sur un format plus long qui est la thèse. Alors, la motivation, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours. Il y a des hauts et des bas. Après, moi, je sais que c'est un peu comme la fable avec voilà, le chêne et le roseau. Donc, le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Donc, ça, c'est moi. Donc, donc, je sais que voilà, le doctorat, ma thèse, c'est quelque chose que je dois faire. Et j'abandonnerai pas. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, évidemment, il y a des moments où j'ai besoin de mettre ça de côté et de rien faire là-dessus. Et puis, des moments où j'ai justement travaillé beaucoup et avoir beaucoup de choses à faire. Donc, après, comment je reste motivé? Ben, j'essaie. Alors, déjà, j'ai une app qui trace, qui me permet d'avoir un suivi de mes habitudes. Et donc, une de ces habitudes, c'est par rapport au travail de thèse, où je me dis, voilà, chaque semaine, je dois au moins faire 2 ou 3 choses sur la thèse. Et ce qui fait que même si la chose en elle-même va être même si la tâche en elle-même va être très simple, ce sera peut-être juste récupérer toutes les vidéos de mes cours, remettre ou peut-être réfléchir 1 ou 2 heures sur mon plan, quelque chose comme ça, ben, ça me permet de toujours avoir un petit truc qui avance. Parce que comme le dit notre directeur de thèse, docteur Sauvage, donc la thèse, c'est un marathon. Donc, il faut savoir contrôler ses efforts. Le plus important, c'est d'avancer, même si parfois on avance avec des petits pas, mais il vaut mieux avancer avec des petits pas chaque jour
et parfois avec de plus grands pas quand on a on a l'énergie, on a la motivation, on a des choses à dire, plutôt que se dire, bon, voilà, j'ai cette petite chose à faire, mais j'attends demain, puis après-demain, j'attends après-demain, etc. Non, toujours essayer d'avoir quelque chose. Tout d'abord, il y a Zotero, parce que Zotero, ça simplifie. Donc, c'est Zotero, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une application qui permet de gérer la bibliothèque, donc gérer toutes les ressources, tous les articles que l'on peut récupérer. Donc ça m'aide beaucoup à télécharger, à trier, à sélectionner ce que je vais lire ou pas et ce que je vais retenir pour la. Donc ça m'aide énormément à gagner. Alors, d'un côté, ça m'aide beaucoup parce que ça fait remettre gagner du temps, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que je télécharge beaucoup plus facilement, mais après, il faut sélectionner. Mais en tout cas, voilà, ça m'aide beaucoup. D'autant plus que quand ensuite on rédige et que l'on doit ajouter des références bibliographiques, ben ça se fait en 2-3 clics, alors que sinon, il faudrait, et c'est ce que j'ai dû faire quand j'ai réalisé mon projet de thèse, sinon, il faut faire tout manuellement. Donc, quand il n'y a que 5-6 références, ça va, mais quand il y en a 50, 100, 200, 300, ben, c'est impossible. Donc ça m'aide beaucoup. Après, il y a une autre plateforme que j'ai découvert, qui est un peu plus geek en quelque sorte. C'est une sorte de... Alors, ça s'appelle Notion. Bon, après, il existe d'autres plateformes de ce style, mais c'est une sorte de plateforme qui te fait un peu apparemment ton site internet, mais ta base de données. Et sur cette base de données, donc j'ai indiqué les grandes étapes de ma thèse. Je mets parfois un peu une to-do list. Et surtout, là-dessus, je mets mes notes de lecture. C'est-à-dire, dès que je lis un article, alors je lis l'article à chaque fois sur une liseuse, en général, et je surligne tous les passages intéressants. Et ensuite, j'extrais tous ces passages et je les ajoute dans cette base de données, qui me permet comme ça, quand je veux écrire, ou quand je veux juste réfléchir sur et mettre en parallèle toutes ces idées pour la revue de littérature, d'avoir tout directement dans le moteur de recherche. Comme ça, si je recherchais autonomie des apprenants, ben hop, j'ai toutes les informations, toutes les notes de lecture qui sont liées à ça. Et ça aussi, ça m'aide beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début. Je ne savais pas si ça allait me servir ou pas, mais maintenant, ça commence à me servir, donc je suis content parce que j'ai été discipliné là-dessus. Parce que ça aussi, c'est important, être discipliné au niveau de la thèse pour pouvoir avancer. Et donc maintenant, je m'en sers. Fonce. Fonce. C'est-à-dire, parfois, on a tendance à trop cogiter, à dire, est-ce que je fais comme ci, est-ce que je fais comme ça? Non, il faut réfléchir de temps en temps, un petit peu, évidemment, mais il vaut mieux réfléchir un peu et y aller, foncer, essayer un truc. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on sait que ça marche pas et on passe à autre chose. Plutôt que de tergiverser, et au final, on a avancé sur rien. Pourquoi j'ai fait une thèse? Il y a plusieurs raisons à cela. Donc, il y a d'une part l'intérêt intellectuel et le défi que ça représente, parce que j'aime bien relever le défi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, évidemment, il y a le sujet sur lequel je travaille qui m'intéresse depuis longtemps. Donc le numérique, ça m'intéresse depuis très longtemps, le numérique et l'enseignement. Et donc là, avec la crise sanitaire, les cours en ligne, tout ça, ben, ça m'a d'autant plus donné envie de m'y intéresser plus et de capitaliser un peu cette expérience, de faire quelque chose de cette expérience. Et dernier point, c'est aussi pour pouvoir, au niveau professionnel, de pouvoir assurer un peu plus mon avenir en ayant un statut de docteur et non plus et qui peut m'aider à moyen long terme. Vous avez écouté Au-delà des frontières, un épisode du podcast de l'unité de recherche L'Humain à Montpellier. Un grand merci à Mariama et Freddy pour leur participation. Production et réalisation Zélie Boussou sur les bandes sonores d'Aldous Ignite, Lundstrom et Jonas Ripper.